Excellente soirée à toutes et à tous. Bonsoir, merci de nous avoir rejoints sur notre chaîne. On est ravis de vous retrouver comme chaque vendredi dans votre émission dédiée à l'histoire et à notre mémoire. Il y a 66 ans de cela, le 13 février 1960, dans le désert algérien, la France va commettre et perpétrer un autre crime contre les Algériens. Elle va déclencher sa première explosion nucléaire baptisée Gerboise bleue, 5 fois plus puissante que celle d'Hiroshima. Ce n'est que le début. À Regan, puis à Hennecker, 17 autres explosions atmosphériques et souterraines transforment le Sahara algérien en champ d'expérimentation. Nuages radioactifs, contamination durable, population exposée. Plus d'un demi-siècle après, mesdames et messieurs, les séquelles sanitaires et environnementales persistent. Ce soir, le déshonneur, mesdames et messieurs, revient sur ces essais nucléaires coloniaux, les faits, les responsabilités et le combat toujours en cours pour la reconnaissance et la réhabilitation des sites touchés. Une mémoire qui ne s'est jamais éteinte, c'est la thématique de ce soir. J'ai le plaisir ce soir d'accueillir sur notre plateau Maître Fatem Zahra Brahim, avocate spécialisée en droit de l'histoire. Bienvenue à vous, Maître. Merci. En face de vous, professeur Djeloul Achouri, médecin-chef de service de chirurgie pédiatrique à l'hôpital universitaire de l'Alma. Bienvenue à vous. Merci pour l'invitation. Accepté notre invitation et merci d'avoir fait le déplacement à partir de la ville de l'Alma jusqu'à Alger au 21 boulevard des Martyrs. Bien sûr, mesdames et messieurs, avant de commencer notre débat, on vous propose ce documentaire exceptionnel qui va nous plonger dans l'histoire de ces explosions nucléaires. Encore une fois, déclenché par la France coloniale en Algérie avec des dégâts considérables, avec des séquelles qui continuent à toucher notre population et notre environnement jusqu'à ce jour. C'est l'histoire des explosions nucléaires, un crime contre l'humanité. On regarde et on revient juste après. À tout de suite. L'Algérie est une patrie libre, souveraine et fière, née du sacrifice et de la résistance. La résistance d'un peuple digne qui a combattu à travers les siècles toutes les tentatives de soumission et d'effacement. Le sacrifice de ses fils vertueux a irrigué la terre de la patrie d'un sang pur et noble. Pour que vive l'Algérie, les Algériens ont enduré les pires épreuves. Avec courage et foi, ils ont affronté les plans les plus abjects. Ils furent une épine dans la gorge d'un colonisateur brutal qui sema la corruption sur la terre pure d'Algérie et commit d'innombrables atrocités. Une nation qui releva le défi et remporta des victoires. Et aujourd'hui encore, les Algériens continuent dans la même veine et sont au cœur des défis. Les crimes de la France coloniale en Algérie ne se sont pas limités au massacre, aux déplacements forcés, à la famine, aux tentatives d'effacement identitaire, au pillage des richesses et des ressources. Ce furent des crimes odieux, complets et multiformes, touchant l'être humain, l'animal et la végétation, et contaminant l'environnement ainsi que les ressources naturelles de leur poison. L'Algérie, envahie par la France en 1830, alors qu'elle était un État souverain, fut soumise à un régime colonial de peuplement qui fit venir des vagues humaines de France et d'Europe. La France considéra l'Algérie comme un laboratoire pour ses politiques économiques, culturelles, sociales et militaires. Dans ce contexte, la France commit une longue série de crimes tout au long du XIXe siècle. Puis elle s'engagea dans une aventure plus vaste, dans le cadre de la course au club nucléaire mondial. Après que la Seconde Guerre mondiale eut affaibli sa position,
La France chercha à préserver son existence impériale et coloniale en entrant dans la compétition pour l'arme nucléaire. Au cœur du désert algérien, la France lança son programme nucléaire pour rejoindre le cercle des puissances nucléaires mondiales. Elle fit exploser sa première bombe nucléaire d'une puissance équivalente à 70 000 tonnes de TNT le 13 février 1960, baptisée Gerboise bleue. D'autres explosions suivirent, Gerboise blanche, Gerboise rouge et Gerboise verte, ainsi que d'autres essais hautement polluants. Il y a eu 4 explosions en tout à Arguen, à Hamoudia. Ces explosions atmosphériques furent parmi les plus polluantes pour l'environnement et la santé humaine. Après l'interdiction internationale des essais nucléaires atmosphériques par les grandes puissances, États-Unis, Union soviétique et Royaume-Uni, la France se tourna vers des essais souterrains. Elle les mena à Ineker, au mont Tan Afla, où 13 explosions souterraines furent réalisées. L'une d'elles, connue sous le nom d'accident de Beryl en mai 1962, est considérée comme un véritable Tchernobyl avant l'heure. Une explosion souterraine mal maîtrisée provoqua l'éjection d'un nuage radioactif et la formation de laves volcaniques radioactives encore dangereuses aujourd'hui. Après les pressions internationales qui ont interdit les explosions nucléaires atmosphériques, la France coloniale avait décidé de poursuivre son programme nucléaire avec des explosions souterraines. Entre 1962 et 1966, 13 essais souterrains furent menés, d'une puissance variant entre 5 000 et 150 000 tonnes de TNT. Alors que les Algériens se préparaient à arracher leur indépendance après des années de sacrifices, la France poursuivait ses essais nucléaires. À 150 km au nord de Tamanrasset, au niveau de ce mont nommé Tan Afla, les explosions souterraines furent réalisées. L'accident de Beryl en mai 1962 démontra le caractère mensonger des déclarations françaises sur la maîtrise de son programme nucléaire. Un nuage radioactif contamina plus de 40 hectares et la roche granitique fondit en lave radioactive. Une incroyable puissance de destruction équivalent à 150 000 tonnes de TNT, soit plus de 10 fois la puissance d'Hiroshima. Cette explosion a fragilisé toute la structure géologique de la montagne. Il y a eu plusieurs explosions atmosphériques à Arguen, Hamoudia, 13 à Ineker. Parmi ces explosions, 8 étaient atmosphériques, ce que la France avait prétendu souterraines, alors qu'elles étaient en réalité atmosphériques, interdites à l'époque par les grandes puissances. Par exemple, les conséquences néfastes de l'explosion Beryl se font ressentir jusqu'à présent. Plus d'un demi-siècle après l'accident, les niveaux de radiation autour du mont Tenefla restent dangereux. Entre 100 et 450 microsieverts par heure dans l'air, jusqu'à 2000 becquerels de césium, 40 becquerels de plutonium
et 1000 becquerels de strontium par gramme de lave radioactive, ce qui a engendré une importante pollution radiologique de la région et l'a rendue très dangereuse pour la santé. Face à cette réalité, après des études techniques et radiologiques, l'État algérien a lancé une campagne de réhabilitation partielle, la première du genre, pour dépolluer le site de Beril E2. Avec des moyens et des expertises exclusivement algériens, malgré l'absence d'archives et de plans français. Après avoir étudié la région sur tous les aspects, techniques, logistiques et opérationnels, nous avons repris les travaux et avons délimité les zones. Les travaux ont été planifiés sur des bases scientifiques et logistiques pour limiter la propagation des radiations. Les experts algériens interviennent conformément aux normes internationales et nationales de radioprotection. La campagne, menée par les différents services de l'État, à leur tête l'armée nationale populaire, vise à réduire la contamination due à l'explosion Beril en collectant sélectivement les laves et sols radioactifs, notamment au niveau du tunnel E2, ainsi que les terres polluées par les radiations qui ont été stockées et sécurisées dans des conteneurs en béton spécialement conçus. Une opération de qualité où toutes les procédures de sécurité radiologique sont respectées, que ce soit pour les opérateurs ou les moyens utilisés. Une campagne qui répond aux normes internationales dans le domaine de la dépollution radiologique et des déchets radioactifs. Nous sommes actuellement dans une zone touchée par la radioactivité, dans la région d'Inneker. Cette zone est particulièrement touchée par la radioactivité. La zone d'Inneker a été divisée en secteurs selon les niveaux de radiation. Les équipes mesurent la contamination de l'air et des sols afin de déterminer les équipements de protection nécessaires et la durée d'intervention. Toutes ces informations vont bénéficier aux équipes de dépollution qui sauront quel type de matériel de protection ils devront utiliser et déterminer les horaires de travail de chaque équipe. En fonction du type de contamination du sol, chaque intervention est différente. Plus de 700 mètres cubes de déchets radioactifs ont été neutralisés. Cette opération envoie un message fort. Malgré les difficultés, les Algériens relèvent les défis et remportent des victoires. Des compétences algériennes mènent aujourd'hui une bataille contre un héritage colonial caché, mais toxique et mortel. Environ 40 hectares autour du mont Tanafna restent aujourd'hui fortement contaminés. Un autre accident souterrain, améthyste, en mars 1963, provoqua également une importante pollution radioactive. Les essais nucléaires français dans le désert algérien demeurent un héritage toxique et silencieux qui ronge la terre algérienne. L'Algérie poursuit aujourd'hui ses efforts pour assainir et réhabiliter ces zones afin de garantir la sécurité et la protection des Algériens.
Et on est de retour sur le plateau de l'émission Le Déshonneur, bien sûr, en ce 13 février. Nous parlons des explosions nucléaires perpétrées, déclenchées par la France ici en Algérie avec cette opération baptisée Gerboise Bleue. Ces explosions nucléaires qui ont fait énormément de dégâts et qui continuent à, bien sûr, à contaminer l'environnement et à toucher à la santé publique en Algérie. Maître Fatem Zahra Ben Brahim, nous avons vu ensemble ce documentaire de 13 minutes qui nous a plongé dans l'histoire de ces explosions nucléaires, encore une fois déclenchées par la France coloniale en Algérie, le 13 février 1960, avec cette opération baptisée Gerboise Bleue. Des dégâts considérables. Déjà, quand on voit les effets que sur l'environnement, c'est-à-dire on va voir des roches vitrifiées, le sol pétrifié, déjà sur la nature, ça a fait énormément de dégâts. Sur l'humain, j'imagine que ça fait encore plus, puisque nous avons avec nous, bien sûr, le professeur Achouri qui va nous en parler. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'abord sur le travail qui a été fait, sur, bien sûr, l'histoire des explosions nucléaires en Algérie? Eh bien, j'avoue franchement que je suis toujours ravi quand je vois ce documentaire, parce que cela dénote de l'intérêt de l'armée algérienne quant à la question. Et effectivement, la question du nucléaire est une question militaire. C'est un très beau documentaire qui apporte des éclaircies importantes sur la question. Et il est important, il est intéressant parce qu'il y a des hommes de l'art, c'est-à-dire des connaisseurs de la question atomique qui étaient sur les lieux. La défense a mis tous les moyens pour nous révéler la vérité des lieux et des catastrophes qui ont été donc laissées par l'armée française. Ce reportage, moi, je considère que c'est un document qui rentre dans l'histoire de la vie du nucléaire franco-algérien. Maître Fatem Zahra Ben Brahim, peut-être avant de commencer le débat, on parle toujours de la terminologie et vous dites que c'est important dans le langage juridique, parce qu'il s'agit là, bien sûr, d'une requête juridique, d'une position juridique, d'une réaction, j'allais dire, algérienne juridique. Elle va être basée sur le droit. Et là, on pose la première question sur la terminologie. Il y a une terminologie française qui dit que ce sont des essais nucléaires. Et quand on entend le mot essai, on a quelque chose qui vient à l'esprit, c'est laboratoire, c'est confinement, c'est quelque chose de protégé hermétiquement, que ça se passe dans un milieu clos, alors que nous, Algériens, on utilise la terminologie d'explosion, Maître Fatem Zahra Ben Brahim, parce qu'on a la certitude et on sait tous que ça a été fait à ciel ouvert, tout près des populations algériennes. Je vous remercie énormément pour cette question et l'explication de la terminologie. Oui. Eh bien, dès le début, les Américains ont parlé d'explosion atomique. Et ils ont fait exploser leur première bombe à Hiroshima et Nagasaki. Et c'est des dizaines et dizaines de milliers de personnes qui sont mortes instantanément. Donc nous sommes bien dans une explosion. Voyons le lexique anglais. Eh bien, c'est la même chose. L'URSS, explosion également. Mais la France également parle d'explosion atomique et non pas d'essai nucléaire. Donc, depuis l'avènement de la bombe atomique jusqu'à l'entrée de la France dans le club atomique, et bien des années après, ça a toujours été explosion atomique. De Gaulle lui-même a parlé d'explosion atomique. Comment on est arrivé à essai nucléaire? Ce revirement date de quand? En fait, il date des accords d'Évian. Quand il y a eu les pourparlers des accords d'Évian, la France ne voulait pas céder le Sahara. De Gaulle disait « le Sahara est à moi, il m'appartient ». Et une des conditions de la suspension des accords d'Évian par les Algériens, c'est dire l'Algérie doit être libérée dans sa totalité
y compris son désert, et sans le Sahara, il n'y aura pas d'arrêt donc de la guerre. Et c'est à ce moment-là, en 1960, lors de la rédaction des accords d'Évian, que la France a trouvé un subterfuge pour dire on vous demande un certain délai pour pouvoir démanteler nos installations qui ont servi à des expériences scientifiques. Jamais dans les accords d'Évian, on n'a parlé d'explosion nucléaire ni d'explosion atomique. Ils ont parlé d'expériences scientifiques, d'expériences aéronautiques et d'expériences chimiques. Et c'est ça qui a fait que l'Algérie a accepté et a donné un certain délai pour que le démantèlement, comme il le disait, soit fait par l'armée française, et elle devait donc évacuer les lieux et les laisser propres. Donc à ce moment-là, pour ne pas dire qu'ils faisaient des explosions atomiques en Algérie, ils ont utilisé le mot essai. Mais aujourd'hui, cette terminologie d'essai est à effacer. Vous l'avez bien dit. Un essai, on le fait avant de faire exploser quelque chose. Mais quand on fait exploser une bombe, n'est-ce pas, on ne peut plus parler d'essai. Laissez-moi vous donner 3 positions. Regardez. Pour la France, l'arme nucléaire est associée à une dissuasion nucléaire. Deuxièmement, discours de De Gaulle. Il disait l'arme nucléaire était la garantie de l'indépendance nationale des Français. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire les 3 pays qui possédaient l'arme pouvaient gouverner le monde et mettre la France sous la patte. Mais à partir du moment où la France pouvait avoir son arme nucléaire, elle assurait son indépendance vis-à-vis des États-Unis, de l'URSS. Et on revient encore sur un autre discours. Donc dans le discours politique de l'époque et dans un système conjoncturel, De Gaulle va dire c'est l'ultime garantie de notre sécurité. Retenons l'indépendance de la France. La sécurité de la France, c'était cette arme qui allait exposer en Algérie, qui allait leur donner. C'est l'Algérie qui va libérer cette France à partir d'eux. Je finis. Donc, pour le 3e point, De Gaulle va dire que pour l'armée, pour l'arsenal militaire, cette bombe atomique sera la pointe de diamant de notre système de défense. Vous voyez sur quoi est basée la France? Sur 3 points. Et ces 3 points, c'est l'Algérie, c'est la terre algérienne qui va la donner à la France. L'indépendance et la sécurité de la France. Donc voilà la réflexion de Gaulle de l'époque. Pardon, laissez-moi finir ça. Nous avons vu tout à l'heure que De Gaulle avait parlé de la dissuasion nucléaire, c'est-à-dire en cas d'attaque par les Anglais, par les Russes ou les Américains, il allait avoir son arme pour une dissuasion nucléaire. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de l'Algérie? Eh bien, en Algérie, c'est devenu une arme de destruction massive pour les populations algériennes, la faune, la flore, l'eau, le climat, pour tout. Donc, c'est bien une arme de dissuasion massive, et ça ne peut pas être un excès, c'est de véritables exploits. Alors, Maître Fatem Zahra, qu'en est-il justement de la reconnaissance de la France, puisque là, vous êtes en train de parler de cette arme de destruction massive. Hein, d'accord. Sur le plan de la qualification, justement, est-ce qu'on est sur la qualification de crime contre l'humanité, vu d'abord le nombre de personnes qui ont été exposées directement pendant l'explosion? On parle de plusieurs milliers de personnes directement algériennes affectées par l'explosion, puis après ça s'est étendu jusqu'à ce jour avec des radiations qui continuent
bien sûr, a provoqué des dégâts chez l'homme, parce qu'avec, bien sûr, professeur Achouri, on va parler de ces cancers, de ces malformations congénitales, de ces maladies très très rares. Elles sont dues justement à la contamination par la radioactivité liée directement à ces explosions. Et puis, c'est ça. Aujourd'hui, est-ce que, Madame Maître Fatem Zahra Boumaram, est-ce qu'on qualifie ça de crime contre l'humanité? Alors, je voudrais d'abord, pour aller dans votre sens, rappeler que la voix de l'Algérie a toujours été étouffée. Oui. On ne nous a jamais écoutés. Ce n'est qu'en 2014 que nous avons eu la chance d'aller faire cette grande conférence qui est enregistrée donc, dans les archives du Sénat français, où on a dit: nous sommes un pays victime des explosions atomiques et vous ne pouvez pas nous ignorer. Et il y avait tous les pays qui avaient l'arme atomique et il y avait ceux qui avaient subi le nucléaire. Ça a été quelque chose d'important parce que juste après, c'était le 20 janvier 2014, juste après, eh bien, le président français Hollande est sorti dans un discours politique où il a dit effectivement, ce qui s'est passé en Algérie, ce n'était pas des essais nucléaires, mais de véritables explosions atomiques. Donc déjà, il y a une reconnaissance politique. Oui. La reconnaissance juridique viendra après, elle est très difficile. C'est le combat que nous sommes en train de mener. Oui. Mais lorsque vous me dites, est-ce que c'est un crime contre l'humanité? Moi, je vous dirais oui, et par excellence. Pourquoi? Et je ne le dis pas comme ça parce que ça me plaît. Je le dis en m'appuyant sur des textes. Je m'appuie spécialement sur les textes. Un texte, par exemple, c'est le statut de Rome du 17 juillet 1998. Oui. Ce texte va identifier et énumérer les crimes contre l'humanité. Oui. Et parmi les crimes contre l'humanité, eh bien, il va dire que les expériences sur les humains, c'est véritablement un crime contre l'humanité. Et qu'est-ce qu'ils ont fait en Algérie? Est-ce qu'ils n'ont pas pris en otage le peuple algérien, qui plus tard, dans un rapport secret sur les explosions atomiques libéré par le ministère de la Défense française, ils reconnaissent qu'il y avait 400 000 Algériens sur la région. Ils n'en avaient jamais parlé. Comme le texte était secret, personne ne savait. Il a fallu qu'ils libèrent, qu'on puisse l'étudier, le prendre, et on se rend compte qu'il y avait 400 000 Algériens dans la région. Donc cette expérience a été menée sur les Algériens. Et dès la première explosion, je vais vous dire ce qui s'est passé dans le Sahara. Eh bien, il y avait un colonel avec ses secrétaires qui se déplaçaient dans les maisons des Algériens, qui frappaient, disaient « Vous avez eu des morts ?» Et les Algériens avaient très peur. Même s'ils avaient eu des morts, ils n'ont pas voulu le dire. Vous savez ce qu'il faisait? Il allait dans les cimetières et il identifiait les tombes fraîchement creusées pour apporter la preuve qu'effectivement, cette explosion pouvait tuer et avait tué. Ça, c'est un point qui est très très rare, c'est-à-dire on ne le connaît pas très bien. Il y a ceux, moi je suis allé sur les lieux et j'ai fouillé, j'ai retrouvé ces rapports, sinon je ne l'aurais pas su, parce que tout était secret. Quand on fait une explosion sur une population, eh bien c'est un souci d'extermination, et je vous l'ai dit, ce qu'avait dit de Gaulle, et donc ils ont fait une expérience sur les humains. Si on doit retenir que cette incrimination, c'est un énorme crime contre l'humanité. Oui, et en plus il y a préméditation, parce qu'après l'interdiction par les grandes puissances du monde des essais nucléaires atmosphériques, la France a continué à faire des explosions souterraines, et on a bien sûr cet exemple de ce qu'on a appelé l'incident du Béryl, l'accident du Béryl, là où il y a bien sûr eu cette explosion souterraine qui s'est propagée sur toute la région. On parle d'un nuage radioactif qui a bien sûr couvert pratiquement toute l'Algérie. Et c'est là où je m'adresse justement à professeur Achouri. Tout à l'heure, avant de commencer l'émission, on a échangé sur justement les dégâts provoqués par cette radioactivité encore présente et encore perceptible, et encore qui continue à contaminer, et c'est là où c'est très très grave, les humains. Et vous me dites que
il y a une incidence, c'est vrai, sur la zone directement impactée par l'explosion, c'est-à-dire Regan et ces régions. Et ce qui vous a intrigué, c'est que vous me dites quelque chose d'alarmant, c'est qu'il y a des contaminations tout à fait au nord du pays, complètement à l'est, c'est-à-dire on est complètement dans un autre endroit, comme par exemple à Msila, Bourj Bouarerij, là vous avez constaté qu'il y a des formes de maladies directement liées à la contamination. Effectivement, oui, on a constaté ça lors de nos déplacements. Mais aujourd'hui, on va aborder un sujet très sensible et très, très douloureux. Car il s'agit plutôt d'explosion et non pas d'essai. Puisque l'impact psychologique, social, sanitaire, il est là. Et on a constaté qu'il y a des malformations qui n'ont rien à voir avec tout ce qui est mariage de consanguinité. Et ça n'a rien à voir avec des malformations habituelles. Croyez-moi, c'est des malformations très très graves. Et une simple malformation d'un enfant, elle peut coûter plus de 3 milliards de centimes pour l'État. Et c'est l'État qui paye. C'est l'État. En plus, il y a ce qu'on appelle les mutations génétiques. C'est la transmission entre plusieurs générations des séquelles des irradiations. Et le problème majeur, c'est quoi? C'est le manque de reconnaissance officielle de lien de causalité. C'est-à-dire, alors que sur le plan scientifique, c'est prouvé. C'est prouvé, oui. Il y a une relation étroite entre tout ce qui est explosion, et je dirais bien explosion, parce que essai, c'est protégé, c'est dans un laboratoire, dans une petite zone. Et croyez-moi, mon ami, qu'on a vu des malformations à quelques kilomètres d'Alger Centre. À quelques kilomètres d'Alger Centre. Puisqu'en faisant des missions de jumelage à Médéa, à Sidi Issa, qui est à 140 kilomètres d'Alger, il y a des malformations qui sont très très difficiles à gérer. Parfois, le chirurgien pédiatre ou bien le chirurgien adulte, il trouve des difficultés pour régler ces problèmes. Parfois, on opère, on fait plusieurs interventions, 5, 6, 7 fois, et on ne règle pas le problème. Et c'est pour ça, le chirurgien, il répare les conséquences, mais il ne répare pas les causes. Là, pour nous dire que, je reviens à vos chiffres, hein, parce que c'est important, vous nous dites chaque année, il y a au moins 120 malformations par service en Algérie. C'est considérable, c'est énorme. Et également, l'Algérie, elle ne demande pas beaucoup de choses. Elle ne demande pas l'argent. Elle demande reconnaissance officielle, politique et collaboration internationale pour prendre en charge les victimes, les enfants victimes ou bien les adultes victimes des explosions. Et croyez-moi que ce n'est pas facile à gérer. Il y a des malformations des membres, il y a la pathologie tumorale. Actuellement, le nouveau-né est né avec 2 cancers. Le nouveau-né est né avec 3, 4 membres. Il est né avec une pathologie tumorale du sang, également des déformations de visage. Parfois, un chirurgien ou bien un médecin, il ne peut pas voir les malformations. Justement, par rapport à ce que vous nous dites là à l'instant, vous nous avez envoyé une série de photos et malheureusement, on n'a pas pu les présenter à nos téléspectateurs parce que ce sont des photos insoutenables. Peut-être que dans les dossiers de la justice, Maître Fatem Zouhara Ben Brahim peut récupérer ce que vous nous avez envoyé à la rédaction de Canal Algérie. Et franchement, quand on les a vus avec l'équipe, on n'a pas pu les voir. D'ailleurs, on a passé une nuit horrible, hein, parce que c'est des images insoutenables. Je rappelle que vous faites plus de 135 interventions chirurgicales par an pour réparer ces corps malades à cause encore une fois, de malformations liées directement à
à cette contamination. Maître Fatem Zahra Boumerham, je veux une réaction par rapport à ce que vient de dire professeur Achouri, qui est à la tête aussi d'un centre de recherche sur la chirurgie pédiatrique en Algérie et qui s'attelle il nous dit un projet, c'est qu'il veut répertorier, c'est ça, vous voulez faire un travail on a créé un de laboratoire de recensement. recherche pour prendre en charge, pour dépister, même avant la naissance, pour dépister ces malformations. Parfois, cette malformation, elle est incompatible avec la vie. Croyez-moi, il y a également l'impact psychologique. Un enfant à l'âge de 16 ans, il peut faire beaucoup de choses. Il ne va pas accepter cette malformation. Et également, je dirais que c'est des enfants invisibles, sanitairement, psychologiquement et juridiquement. Justement, il vient d'utiliser un mot intéressant, l'invisibilité. On a parlé de l'invisibilisation et on parle de la France, justement à travers ces médias qui ne font pas du tout attention à ça, qui ne regardent pas ça, qui font semblant de ne pas connaître cette ce lourd passé colonial en Algérie, avec ces crimes qui s'étendent jusqu'à ce jour, avec des séquelles de ces génocides, j'allais dire, perpétuels, parce qu'ils sont en train de traverser le temps, ces transgénérationnels. Qu'est-ce qu'on leur dit, madame, par rapport à ce que vient de dire le médecin? Venez voir ce que fait l'explosion en Algérie. On vous envoie les photos. Vous savez que c'est une question primordiale, parce que la France a caché même à ses citoyens ce qu'elle a fait en Algérie. Et ça, je crois que les Français ont commencé à le comprendre. Lorsque vous parlez des victimes, c'est la première question qu'on nous pose. Vous avez combien de victimes? Quelles sont les pathologies? Alors quand on nous dit ça, c'est en référence aux pathologies qu'ils ont retenues dans leur loi. Or, ces pathologies sont très réduites par rapport aux pathologies qu'a reconnues l'Angleterre et les États-Unis. Ils sont très, très, très loin du... Il y a une nomenclature, ils ont choisi une petite partie. Une petite partie. Même les Français, les vétérans des explosions atomiques refusent cette nomenclature. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, ils nous disent, bon ben, montrez-nous ce que vous avez comme déformation, etc. Et moi, en qualité d'avocat, vous savez, ça me fait un argument de moins dans ma plaidoirie, parce que je n'ai pas les photos, je n'ai pas les images, je n'ai pas l'avis des spécialistes comme M. Achouri aujourd'hui, qui nous a fait l'honneur de venir dévoiler des vérités très, très, très importantes pour nous. Donc, on est à court d'images. Et c'est pourquoi je rejoins complètement la proposition du professeur Achouri de créer un centre où on peut globaliser, réunir sur l'échelle nationale les photos, les identités des personnes, ce qui va me permettre d'avoir un potentiel extraordinaire pour parler de la victimologie dont les Algériens ont souffert. Et ça, il est primordial de le faire. Nous avons commencé avec certains professeurs, on s'était déplacés sur les lieux, etc., pour voir un petit peu la véracité des faits. Et j'avais été ahuri de rencontrer des malformations, mais alors extraordinaires. Et je remercie par la même occasion, la télévision algérienne. Parce que la télévision algérienne a fixé ces personnes victimes, certaines sont mortes, et donc d'autres, comme disait le professeur Achouri, continuent à vivre avec ces séquelles très profondes à ce jour. Quand vous avez une fille qui a à peu près 36 ans d'âge et qui ne pèse pas plus que 10 kilos, vous ne pouvez plus voir sa tête, de son corps, de ses pieds, tout est mélangé, elle se déplace en se roulant, n'est-ce pas? C'est quelque chose d'atroce. Ça, c'est des images qu'on peut montrer ici en Algérie parce que c'est des documentaires qui sont faits par la télévision algérienne. Et lorsque vous prenez ce genre de documentaire, que vous le montrez ailleurs, je peux vous dire qu'ils sont ahuris. Donc nous sommes à peu près dans la même situation. Eux ignorent tout parce que c'est leur pays qui leur cache tout. Nous, on ignore tout parce que c'est leur pays qui nous donne rien du tout sur les crimes continus qu'ils ont fait en Algérie. J'ai dit crime continu. Pourquoi j'ai parlé d'un crime continu? Parce qu'un crime, quand il se commet, il y a un début et il y a une fin. Quelqu'un qui tue quelqu'un d'autre, il le tue, il est mort, il y a un jugement, il y a des indemnisations, on n'en parle plus. Mais ce crime,
il va continuer cette expérience sur les humains. Ouais. Elle va continuer sur la moitié de l'atome ou de l'atome du plutonium. Attention, parce qu'ils ont fait des expériences sur plutonium et à l'uranium. C'est 24 400 ans, la moitié de la vie. Donc 48 800 ans, c'est la vie de l'uranium et du plutonium. Vous vous rendez compte un petit peu ce qui va se passer dans notre pays? Ça veut dire qu'on va être pollué pendant une très longue durée. Oui. Et comme nous sommes par exemple à 60 ans, eh bien figurez-vous que cette période est très importante pour les expériences que les Français veulent mener. Laissez-moi continuer, vous allez comprendre quelque chose de très grave. Oui. Actuellement, il y a à peu près 2 ans, ils ont dit bon ben l'Algérie ne nous laisse pas venir pour voir ce qui se passe en Algérie. Et c'est très pernicieux parce que les premiers résultats de l'explosion atomique se font voir 60 ans après. Donc ils veulent venir en Algérie pour voir simplement, pour continuer leur expérience et les résultats. Et quand le président de la République dit quelque chose d'extrêmement important, je n'ai pas besoin de votre argent. C'est ça, oui. Venez nettoyer ce que vous avez fait. Écoutez, ces 2 phrases très simples, mais il faut très bien les comprendre. Oui. Parce que si on va à l'indemnisation et qu'il nous donne une poignée de dollars ou une poignée d'euros pour clôturer le dossier, on vous a indemnisé qu'on n'en parle plus. Ceci ne nous arrange pas. On n'a pas besoin de votre argent. Professeur Acholi vient de dire qu'on a besoin d'une coopération avec des scientifiques pour essayer de trouver des solutions à ces maux irréversibles. Donc, le président dit il faut venir nettoyer ce que vous avez fait. Il faut bien comprendre un discours politique et non pas l'interpréter comme on veut. Il y a une seule interprétation. On ne veut pas, parce qu'on n'est pas cupide, on n'est pas cupide, mais on veut vous mettre face à vos responsabilités, c'est-à-dire venez et nettoyez ce que vous avez fait chez nous. Et on parle bien sûr d'opérations de dépollution qui a été aussi faite par l'Algérie. Heureusement que l'État algérien est là et fait face à cette problématique, encore une fois, très majeure, parce que c'est unique dans le monde. La loi internationale parle du pollueur-payeur. Bien sûr. C'est eux qui ont pollué, c'est eux qui doivent nettoyer. C'est comme les mines antipersonnelles. Alors pour le site de Beryl, l'Algérie a fait un énorme travail avec des moyens pour bien sûr partiellement dépolluer la zone, mais bien sûr encore une fois, ça reste une opération gigantesque et que la France doit impérativement prendre ses responsabilités quant à son passé colonial, à ses explosions atomiques et nucléaires en Algérie d'une rare violence et d'une rare contamination, puisque Maître Fatem Zahra parle d'une contamination sur le long terme. Notre maître aussi que la première bombe atomique, 70 kilotonnes quand même, ça dépasse de très loin. Le cas d'Hiroshima, 25 kilotonnes par rapport à 70 kilotonnes, c'est une intention manifeste de détruire population et terre algérienne. Notre maître a résumé la situation et sans reconnaissance juridique, on ne peut rien faire en tant que médecin. Et également, croyez-moi, qu'un enfant mal formé, derrière l'enfant mal formé, il y a une famille en lutte. C'est très difficile de prendre en charge un enfant mal formé. Et Monsieur le Président, il était correct, direct. On n'a pas besoin d'argent. On n'a pas besoin. L'Algérie est riche. On a besoin d'un très bon nettoyage. C'est notre droit. C'est notre droit. C'est notre droit. Également, il y a la collaboration et la coordination multidisciplinaire entre médecins, juridistes, journalistes, tout le monde, scientifique, tout le monde doit être derrière tout ce qu'a occasionné ces déchets. Et je propose également de mettre en place un dispositif, de mettre en place un registre national. Oui, très important. Un registre national pour dépister et également pour diagnostiquer les cas qui sont en Algérie. Et ça sera des armes très
solide pour défendre nos droits. Dossier juridique, ouais. Pas seulement le cancer. Le cancer n'est qu'une partie. Une partie, L'autosis oui. du cancer n'est qu'une partie. Oui. Parce qu'il y a d'autres pathologies. Oui. Regardez le nombre de personnes qui meurent par arrêt cardiaque. Il y a également il y a la stérilité, La stérilité, l'arrêt cardiaque, cardiaque, le problème au-delà problème visuel, voilà, exactement, neurologique. les oreilles. C'est Mais ça. il y a des pathologies qui sont liées Liées directement. directement On s'est aux arrêté irradiations. au cancer, mais le cancer n'est qu'une partie. Je parlais des gens qui sont debout et qui tombent comme ça avec un arrêt cardiaque. Oui. Eh bien, dans le registre des maladies Actives. actives, on parle justement des problèmes cardiaques. Alors, ce qui m'a choqué, hein, parce qu'en faisant la recherche sur les recherches sur bien sûr l'émission, pour faire l'émission concernant les explosions atomiques, je vais sur un site français, pour voir ce qu'ils écrivent, et sur l'accident du Beryl, ils disent, j'ai écrit victime, comme ça, comme mot-clé, victime, accident Beryl, accident nucléaire. Ils répondent quoi? 2 victimes. Oui, bien sûr. C'est qui ces deux victimes, selon vous, Maître Fatem Zahra? Eh bien, c'est sûrement des militaires. C'est le ministre Mesmer Ah, Mesmer, oui, c'est vrai. et le ministre chargé de Exactement. la recherche. Et ils voilà. se sont très vite. Donc, Alors, c'est beau de parler de ça, parce que Mesmer est venu, et ils ont ramené leur femme aussi. Et c'était un spectacle pour eux de voir le champignon nucléaire monter. Mais quand ils ont vu l'accident du Beryl, et ils ont vu le nuage radioactif Ouais. sortir, Échappé de la ils montagne. se sont tous sauvés. Mais la maladie n'a pas épargné Mesmer. Et Polanski également. Donc, ils étaient deux. Exactement. Donc, ils sont tous les deux, ils ont fini par mourir de cancer, avec beaucoup de regrets pour ce qu'ils ont fait. Oui, ça c'est juste pour dire qu'il y a une chape de plomb. On a ignoré complètement le peuple algérien. Voilà, il y a 2 victimes, elles sont françaises. Maître Fatem Zahra Benbrahim, vous savez qu'après notre débat, on a proposé en programme un documentaire, celui de l'Arbi Ben Chiha, notre ami réalisateur, qui a tellement défendu bien sûr les intérêts de notre pays. Il a défendu ces victimes malheureuses qui ont été contaminées malheureusement par ces explosions, soit directement, puisqu'il a réussi à immortaliser des témoignages incroyables. Tout à fait. Avec une équipe de recherche, là où il y avait Bruno, bien sûr, Barrio, l'expert qui l'a accompagné dans cette quête de vérité, parce que c'est très très important, face également, encore une fois, c'est très important, face à la... Roland Debotte, qui Oui. est physicien Oui. et membre du CRIAD, qui est venu analyser le sol Et- et présenter ce dossier contre les revendications de la France, qui refusait donc les résultats J'allais dire de face- l'AIEA. Exactement. J'allais dire face à la rareté des archives, hein, parce que la France s'est toujours barricadée derrière ce couvercle de circulaire. Rien à voir, secret défense, alors qu'il s'agit là de la vie et de la santé des personnes, des citoyens algériens. Donc c'est un documentaire qui est à notre sens très pédagogique. Tout à fait. Parce que il y a des scientifiques qui nous expliquent déjà les effets incroyables sur l'environnement, hein, sur déjà la terre, la nature qui en souffre jusqu'à ce jour, et puis sur les humains et sur, j'allais dire, cette armée française, entre parenthèses, amateur ou amatrice, je ne sais pas si le mot existe, en tout cas, ils ont tout fait pour que ça soit très très aléatoire. Il n'y avait aucun contrôle. Parce qu'il s'agit d'essais à ciel ouvert, donc on a laissé échapper ces énormes nuages radioactifs qui ont traversé le pays. Puis, troisième partie de l'émission, puisqu'on fait une soirée sur 3 tomes, avec un film magnifique de Oussama Ben Hassin qui s'intitule Desert Rose, avec des comédiens algériens jeunes qui nous replongent dans cette histoire malheureuse à travers l'histoire d'un petit garçon qui va jusqu'à le point zéro. Hein.
il va chercher la vérité. C'est un beau film à voir absolument sur Canal Algérie, mais vous avez un livre, Maître Fatem Zahra Ben Brahim, vous voulez nous en parler sur Oui. justement ce bouquin que vous tenez aujourd'hui entre... Oui, alors ce livre est très important, il s'appelle Arrêter la bombe. J'ai mis des années pour le récupérer parce que la France, ou les éditions françaises, ont le chic de ne plus rééditer ces livres qui touchent à l'Algérie. L'invisibilisation. Voilà. Toujours. Et je l'ai trouvé, je l'ai cherché longtemps, je l'ai trouvé chez un bouquiniste français et je vous assure que la joie que j'ai eue était très grande. Et il s'est trouvé que 2 ans après avoir récupéré ce livre, je rencontre justement le ministre de la Défense, Paul Quilès, qui en est l'auteur, donc en 2014 dans la conférence, et nous avons un peu discuté de la question. Paul Quilès était ministre de la Défense en France, et il n'a jamais été d'accord avec la bombe atomique et plutôt les effets de la bombe atomique sur l'Algérie. Et qu'a-t-il fait? Eh bien, il a fait ce livre où il dit « Arrêtez la bombe ». C'est un livre magnifique. Je compte peut-être le numériser, c'est comme ça qu'on dit, et le remettre aux archives, à la Bibliothèque nationale et dans d'autres bibliothèques nationales, d'autres bibliothèques, pour permettre aux jeunes Algériens d'accéder, parce que c'est un livre qui n'existe pas. Et je rends hommage, parce qu'il est mort entre-temps, à ce monsieur Paul Quilès. Ce livre a été travaillé avec Bernard Norland et notre ami Jean-Marie Collin, que nous avons déjà eu le plaisir de rencontrer ici et que nous inviterons sans aucun doute à une période bien déterminée pour parler de tout ça. Et Bouvray également, il n'a pas écrit Bouvray avec ce livre, mais Bouvray, Patrick Bouvray, qui est le président de l'Observatoire de la non-prolifération des armes nucléaires. C'est une personne ressource très intéressante et de véritable scientifique. Merci beaucoup, Maître Fatem Zahra Ben Brahim, pour vos références, ces références tant importantes et précieuses justement pour raconter et transmettre la vérité, non pas seulement pour les Algériens, mais pour le monde entier et surtout notre communauté. Il faut le raconter, c'est des histoires à raconter et c'est des vérités à dire parce qu'il y a tellement de campagnes de falsification et des campagnes de contre-vérité qu'elles sont enclenchées et déclenchées à part l'extrême droite pour minimiser, voire nier ce qui s'est passé en Algérie durant les 132 ans de colonisation française en Algérie. Bien sûr, les explosions nucléaires, c'est un héritage toxique. Et l'Algérie aujourd'hui continue ses efforts pour assainir et réhabiliter ces zones et protéger surtout les citoyens algériens. Merci beaucoup. Merci à professeur Achouri. Merci à vous. Merci d'être venu. Merci. Et à la fin, je dirais que les conséquences des explosions atomiques ne relèvent pas du passé, mais du présent. Exactement. Oui, c'est une question d'actualité. Et elles concernent la santé, la dignité humaine et la justice. Merci madame, je suis très fier d'être en face d'une chercheuse, maître et avocate de tous les Algériens. Et le débat continue dans les hôpitaux et les tribunaux et surtout dans la mémoire collective. Vive l'Algérie. Merci beaucoup, Marc Laoufik, professeur. Je rappelle que vous êtes professeur en médecine et vous êtes le chef de service chirurgie pédiatrique à l'hôpital universitaire de l'Alma. Et puis, vous tenez aussi un laboratoire de recherche et vous faites beaucoup de bien pour les victimes, les malades. Vous opérez essentiellement beaucoup d'enfants. Vous rendez espoir et vous rendez le sourire à des enfants. C'est une mission noble et humanitaire. Merci beaucoup. Magnifique et c'est tout à votre honneur. Et nous sommes très très fiers de vous avoir reçu aujourd'hui, professeur, parce que ça, c'est l'exemple de l'Algérie qui avance et qui fait du bien et qui est dans l'esprit du... Je suis très fier d'être algérien. Bien sûr, ça c'est l'esprit de novembre 1954, c'est ça. C'est la dignité humaine, c'est le respect des hommes et l'égalité et c'est ça l'esprit de novembre 1954. Et les portes de notre service sont ouvertes pour prendre en charge tous les malades. Il y a beaucoup d'émotions ce soir, M. Fatem Zahra Ben Brahim. Le professeur Achouri est ému pour prendre en charge sans aucun conflit d'intérêt. Au contraire, régler un problème d'un malade,
c'est notre objectif principal. Croyez-moi, madame. Merci. Oh, j'en suis sûr. Merci beaucoup. Merci pour C'est moi l'invitation. Merci beaucoup, professeur. Quant à moi, je remercie Nabil Tilbesh et le staff du Studio 7 de Canal Algérie d'avoir réalisé cette émission. Tout de suite, mesdames et messieurs, le documentaire de l'Arbi Ben Chiha, Vent de sable, qui parle d'explosion nucléaire dans le sud algérien. Et juste après, ne zappez pas, restez sur Canal Algérie parce qu'il y aura le film de Oussama Ben Hassin intitulé Desert Rose. C'est un film qui parle aussi de ces explosions nucléaires, de ce crime contre l'humanité. Au revoir, mesdames et messieurs.